La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Inside qui met en avant les nombreuses actions posées par l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous Général Bouema Condé, ministre guinéen en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci, M. Mané. Depuis 2015, vous êtes à la tête d'un département stratégique. Comment appréhendez-vous la responsabilité d'être le pionnier de l'administration du territoire national et comment se passe le processus de décentralisation du pays? Merci, M. Mané. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est un département de souveraineté dans tout pays. Alors, il l'est aussi en République de Guinée. Ce ministère a en charge le fonctionnement de nos régions administratives, le fonctionnement de nos préfectures, le fonctionnement de nos sous-préfectures. N'oubliez pas que les communes, les quartiers et les districts, les conseils des sages que l'on a depuis un certain temps dans notre pays, ces structures sociales-là, donc toutes sont gérées par ce département. Ça, c'est au niveau déconcentré. Au niveau central, c'est un ensemble de directions nationales, le service de l'action humanitaire, la direction nationale du développement local, la direction nationale de l'administration du territoire, la direction nationale des affaires politiques, la direction nationale des libertés publiques et des frontières, j'en passe. Donc au niveau central, vous avez toute une ossature qui permet de veiller au bon fonctionnement de tout ce qui intéresse l'État guinéen pour ce qui est de sa couverture superficielle dans les différentes interpellations qui peuvent venir de nos communautés. Et sur un autre plan, c'est aussi la décentralisation. La décentralisation qui n'est autre chose que la transmission par l'État central de pouvoir et de ressources aux populations locales. Étant entendu que c'est elles et elles seules seulement qui savent quelles sont les priorités en matière de développement par rapport à leur localité. Justement, monsieur le ministre, vous rentrez d'une mission de sensibilisation qui vous a conduit à la frontière entre le Mali et la Guinée suite aux récents événements. Où en êtes-vous par rapport au processus de matérialisation des frontières entre ces deux pays frères? Bien, tout récemment, les Guinéens l'ont appris, et au-delà de la Guinée, le monde entier, des accrochages meurtriers fort regrettables se sont produits entre Guinéens et Maliens. On a de la peine à le dire parce qu'il s'agit là de deux peuples qui ont les mêmes us et coutumes. De part et d'autre de la frontière, c'est absolument les mêmes patronymes. C'est des mariages qui se passent entre villages des deux côtés de la frontière également, à telle enseigne que vous ne trouvez que des oncles, des tantes et des frères, soit que vous soyez du côté A ou du côté B de la frontière. Malheureusement, dès qu'un intérêt matériel est découvert sur cette ligne frontière, tout de suite, ces valeurs historiques sont noyées dans l'appétit du gain. Et c'est ce qui s'est passé tout dernièrement dans la sous-préfecture de Dialakoro, précisément le village de Kantédougou-Balandou, et du côté malien, dans la préfecture de Kangaba, le village de Yaouleni. Un site minier, un placère aurifère est découvert à la frontière entre les deux villages, et tout de suite, l'appétit matériel tel que je l'ai dit tantôt
à amener les citoyens à en découdre avec les armes, fort regrettable. De nombreux morts ont été enregistrés, mais qu'à cela ne tienne, nous nous sommes rendus sur les lieux. Mon homologue du Mali, le ministre Tchéman Hubert Koulibaly et moi-même, accompagnés de beaucoup de techniciens de nos deux départements, nous nous sommes retrouvés. Nous avons prêché le message du président Alpha Condé et de son frère cadet, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Un message de paix, un message d'abord de regret, parce qu'on n'en a pas besoin. Nous sommes venus donc prêcher la paix et Dieu merci, nous avons été entendus. Des biens étaient saisis de part et d'autre. Nous sommes parvenus à faire la restitution de façon réciproque. Aujourd'hui, l'apaisement est là. Alors, la frontière, rien ne résout les problèmes de frontières en dehors de la matérialisation. Mais la matérialisation des frontières, autrement dit, vous pouvez l'appeler le bornage, est un processus graduel. Mais alors, un long processus. Imaginez-vous qu'il s'agisse de dire, tel côté-là, c'est la Guinée, cet autre, c'est le Mali. Chacun tire la couverture vers soi. Généralement, d'ailleurs, on en a besoin d'un troisième qui sert de médiateur. Mais aujourd'hui, nous y allons, gouvernement guinéen et malien. Nous avons mené d'énormes démarches. En Guinée d'abord, au Sénégal ensuite, où étaient les archives de toute l'Afrique occidentale française, et ensuite jusqu'à Paris, à l'IGN, l'Institut géographique national. Délégation technique mixte guinéo-malienne. Ils sont allés, les cartes sur lesquelles absolument il faut travailler ont été reçues. Ils sont revenus, et tenez-vous bien, c'est pendant que les deux commissions étaient à l'hôtel Riviera de Conakry en train de travailler sur cette matérialisation que ces accrochages ont eu lieu. Et bien avant, les deux missions mixtes avaient fait le long de la frontière. C'est 906 km de frontière entre Guinéens et Maliens sur cette ligne Est-là. Donc, le positionnement avait été déjà fait. Qu'est-ce que c'est que le positionnement? C'est que les deux équipes mixtes viennent sur chaque point où Guinéens et Maliens s'accrochent. On les appelle les points litigieux. Ils sont donc positionnés à partir de coordonnées géographiques en latitude et en longitude. Ils sont connus, ils sont positionnés. C'est ce qu'il faut reporter sur la carte. Et après ce processus, l'on vient pour procéder maintenant à un bornage, c'est-à-dire à la matérialisation. Monsieur le ministre, nous sommes à la veille des élections communales prévues en février 2018 selon le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Que dit la loi concernant l'agrémentation et le code de fonctionnement des partis politiques en Guinée? Bien, les partis politiques sont régis par une loi, comme le dit si bien, c'est la loi 91-02 CTRN, qui a donné la latitude aux Guinéennes et aux Guinéens qui en expriment le besoin de se constituer en parti politique. Ceux-ci ont donc un but purement politique. C'est des associations de citoyens, mais dans un cadre politique bien défini. Il y a des principes maintenant, évidemment, qui encadrent cette constitution. Il faut que ce soit des citoyens venant des 4 régions, qui ne soient pas seulement du nord, du sud ou de l'est, des 4 régions. Et il y a plein d'autres facteurs qui accompagnent pour qu'une certaine discipline puisse encadrer. Et donc, la loi est très claire là-dessus. Ils ont des droits dès l'instant qu'ils se sont constitués en parti politique, ils peuvent rester en justice. Ils ont le droit, n'est-ce pas, de recevoir des legs, de recevoir des dons ou de procéder à des contributions entre eux. Hein. Ils ont le droit d'être reçus dans les médias, aussi publics que privés, faire passer leur message. Et ils n'ont pas le droit, n'est-ce pas, d'inciter, n'est-ce pas, à la violence dans le pays. Donc il y a un certain nombre d'interdits qui gèrent la vie des partis politiques, mais aussi un certain nombre de droits qu'on ne saurait aussi leur nier. Monsieur le ministre, parlant de ces partis politiques, un constat relève aujourd'hui que plusieurs partis politiques se promènent à travers le pays avec des agréments dans leur poche sans siège. Qu'est-ce que votre département préconise face à ces partis politiques qui se promènent avec des agréments dans leur poche? Il faudrait ensuite que le parti dispose d'un siège. Il faudrait que le parti se soumette à certains principes réglementaires. En plus du siège, ouvrez votre compte bancaire. Donnez-vous un peu de crédibilité en tenant des assemblées, en tenant des réunions du bureau, etc. Malheureusement, nous avons aujourd'hui
153 partis agréés. J'ai sorti sur le terrain il y a 4 mois la Direction nationale des affaires politiques pour que l'on vienne, siège de parti à siège de parti, faire la reconnaissance in situ, n'est-ce pas, de nos formations politiques. Vous serez déçus quand je vais vous dire le résultat. Nous avons à peine pu localiser, matérialiser, puisqu'on parlait de matérialisation tout de suite là, le siège d'une trentaine de partis politiques. Sur les 153 ? Ah, d'une trentaine, je vous dis, difficilement. Or, nous avons passé des communiqués à la télévision et à la radio. Nos missionnaires sont allés sur le terrain. Nous avons demandé vainement à obtenir ne serait-ce que le numéro de téléphone de certains leaders de partis pour qu'on puisse au moins les joindre et dire que nous sommes en route. Nous ne sommes pas parvenus. Ça, c'est un premier aspect, franchement, que les leaders de partis agréés doivent pouvoir corriger. Mais nous avons été très clairs. Nous ne vous avons pas vu. Nous n'avons pas pu vous identifier dans vos sièges. Nous considérons que votre parti n'existe pas. Monsieur le ministre, je vous invite à présent à suivre cette immersion qui nous a conduit au cœur des échanges de la 17e session du comité de suivi de l'accord politique. La 17e session est une suite logique des 16 qui l'ont précédée. Aujourd'hui, particulièrement, nous sommes dans un contexte un peu particulier, il faut le dire, dans la mesure où les élections locales constituent un point clé des accords du 12 octobre 2016. Beaucoup de choses ont été dites au cours des dernières sessions liées à la tenue effective de ces élections. Mais aujourd'hui, par la volonté du président de la République, qui a posé les actes juridiques incontournables pour arriver à cette échéance-là, grâce à l'engagement des acteurs politiques aussi, de l'opposition et de la mouvance, je crois que les Guinéens sont de plus en plus rassurés qu'à la date du 4 février, eh bien, ils vont se rendre aux urnes. Des problèmes persistent, qui ont été évoqués et par la mouvance et par l'opposition à la faveur de la session d'aujourd'hui. Il s'agit notamment de ces documents juridiques qui sont indispensables dans le paquet de dossiers que doivent déposer ceux-là que les partis ont cooptés pour faire partie des listes, n'est-ce pas, des conseillers communaux. Monsieur le ministre d'État, garde des Sceaux, à la justice, a, dans un élan patriotique que nous saluons encore, créé les voies de facilitation les meilleures pour que cet écueil-là soit levé pour tous et pour chacun. Et donc, il a d'abord publié une circulaire à propos qui interpelle les procureurs et autres greffiers chargés de ces documents-là. Et ensuite, il en a rajouté toutes choses en tout cas qui permettent aujourd'hui d'aller rapidement à la constitution des listes. Mais nous n'avons pas manqué d'attirer l'attention des états-majors. Il ne faut pas, dès l'instant que monsieur le chef de l'État a fixé la date des élections, on ne devrait plus attendre une semaine avant pour dire tel papier ou tel autre papier n'est pas encore avec nous. Créer les voies de facilité, sans repos, je crois qu'il faut se lever, donner les dossiers complets qui sont demandés par la CENI afin qu'on aille librement aux élections. Donc c'est le constat majeur de la 17e session que nous venons de terminer donc aujourd'hui. Et nous pensons encore une fois que l'espoir est permis. Le dialogue politique permet, nous ne le dirons jamais assez, de transporter la contradiction entre Guinéens de la rue à la table de dialogue.
Monsieur le ministre, cap à présent sur la rubrique Ma Voix compte, l'espace dédié aux populations et aux internautes pour vous poser certaines de leurs préoccupations. Notre équipe est allée à la rencontre de Abdoulaye Ba qui vous pose cette question. Je m'appelle Abdoulaye Ba, je suis journaliste à guinenews.org. Bonjour monsieur le ministre. Il y a eu beaucoup d'incidents, que ce soit du côté de à Sangaredi, à Boké ou en tout cas dans certaines localités du pays. Concrètement, qu'est-ce qui est fait entre le ministère de l'administration du territoire et le ministère de la justice pour que vraiment la lumière soit faite dans toutes ces affaires? Bien, merci monsieur. Vous posez un sujet que j'aborde en termes de réponse avec un petit pincement au cœur parce que vous parlez de troubles. Des troubles, malheureusement, qui ont fait des dégâts très importants. Que fait l'État? L'État cherche d'abord à apaiser. À apaiser, mais en écoutant de façon raisonnable les plaintes des citoyens. Mais une plainte, quand elle est faite dans le feu et par le feu, c'est assez difficile. On cherche d'abord à éteindre ce feu. C'est ce que nous faisons en venant rapidement sur les lieux de ces troubles, en nuisant autant que possible de l'infosensibilisation pour que l'on arrête la violence, qu'on en vienne à des formes civilisées de revendication des droits, de ces biens sociaux de base. Donc, la justice, pour dire que fait mon département avec la justice, chaque département fait son travail. Moi, j'ai un rôle de sensibilisation, d'appel à la retenue, mais de faire en sorte aussi que la voix des populations soit entendue, que la voix des collectivités soit entendue, et les amener à accepter ce qui est vrai et à renoncer à ce qui est faux, à renoncer à ce qui s'appelle manipulation pour rien que la perturbation. C'est ça mon devoir. Maintenant, pour des cas de flagrance, de faute avérée, c'est le département de la justice. Et en ce que je sache, ce département aussi fait son travail. Hier, les Guinéens ont suivi sur les écrans de leur poste de télévision le procès qui a commencé par rapport à la casse qui est survenue du côté de Sangaredi. Et lorsque nous sommes venus à Kolaboui, où des casses s'étaient produites également, notre message a été entendu. Nous avons appelé les citoyens eux-mêmes à reconstruire tout ce qu'ils ont cassé. Mais un exemple aujourd'hui se dégage du lot et cet exemple, il faut le saluer. À Kolaboui, il y a eu des casses graves. Mais l'effet de l'infosensibilisation et la prise de conscience même de la jeunesse de Kolaboui, le jeune Touré à Kolaboui, un diplômé sans emploi, mais un citoyen, très bon citoyen, a mobilisé la jeunesse à Kolaboui. Ils ont, avec l'encadrement de la notabilité de Kolaboui, ils ont reconstruit tout ce qui avait été cassé. Lorsque nous sommes passés tout dernièrement, nous avons eu l'honneur de venir donc inaugurer ces nouvelles constructions et de profiter pour dire un grand merci à cette volonté citoyenne des citoyens de Kolaboui. Monsieur le ministre, notre équipe a également tendu son micro à Daouda Mohamed Kamara qui vous pose cette autre question. Bonjour monsieur le ministre, je suis Daouda Mohamed Kamara, journaliste au groupe de presse Chéri FM TATV. On sait que vous avez conduit le dialogue politique, c'était en mois d'octobre 2016. Et depuis, un comité de suivi sous votre clairvoyance a continué à travailler. Nous arrivons aux élections communales. Le dialogue va-t-il prendre fin après les élections communales ou est-ce qu'il va rester un dialogue périn entre les acteurs politiques et l'administration? Merci messieurs. Alors, le dialogue politique interguinéen est en matière à se féliciter, mais surtout à féliciter et à reconnaître tout en saluant la volonté magnanime du président de la République parce qu'il y a un début à tout et une fin à tout. Le début du dialogue guinéen, c'est le président de la République qui a invité en ses locaux, c'était un 1er septembre 2016, le chef de file de l'opposition, président de l'UFDG, M. Mamadou Cellou Dalein Diallo. Les deux se sont retrouvés à huis clos au palais Sékou Touré. Ils se sont parlé en guinéen.
Et au sortir de leur entretien, le président de l'UFDG, chef de file de l'opposition, a été le premier à déclarer: nous nous sommes entretenus, le comité de dialogue qui va être mis en place, ceux qui l'auront arrêté, nous sommes d'accord là-dessus, nous allons l'appliquer. Il faut citer la mouvance, il faut citer l'opposition, il faut citer la société civile guinéenne, il faut citer nos partenaires techniques et financiers. Tous étaient là, et au début du dialogue, et tout le long du dialogue, mais aussi à la signature du dialogue. Ce jour-là aussi, on s'est mis d'accord, le comité de suivi va être présidé par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. 41 points d'accord ont été signés. Le 41e, c'est pour revenir à la question de notre correspondant, c'est quelle est la durée de l'accord? Et l'on a dit, les accords seront clos après les prochaines élections législatives que le pays va connaître. Monsieur le ministre, vous étiez récemment à Gawal et à Boké, d'où vous aviez tout d'abord pris part à la célébration du centenaire de la ville de Gawal, avant de participer ensuite à Boké à une rencontre de consultation des acquis du dialogue politique auprès des populations en compagnie de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. Que retenir de ces deux rencontres? D'abord Gawal. Gawal a invité M. le Président de la République à venir prendre part, invité de marque naturellement, à la célébration du centenaire de la création de la ville de Gawal. Les gens vont se demander de quoi s'agit-il, érection ou création? C'est bien la création. Et encore une autre surprise, pratiquement tous les villages, toutes les villes en Guinée, on vous dira le fondateur c'est un tel, mais à Gawal c'est différent. C'est le colon blanc, à l'époque, au cours de ses pérégrinations dans la zone, a trouvé en cet endroit du poisson, de la viande, et puis il a décidé de s'installer là. Le cercle avait plusieurs fois déjà changé de site, Koumbia entre autres, et il a fait un peuplement, c'est-à-dire amenant des gens d'un peu partout pour s'installer autour de lui. Voilà la naissance de Gawal en 1917, un 16 décembre. C'est ce que voyant les fils et filles résidents et ressortissants de Gawal, dans un élan de solidarité, d'amitié, de fraternité, c'est ce que voyant, dis-je, se sont retrouvés cette année pour fêter avec faste, il faut le dire, l'événement. Nous étions donc là pour représenter le chef de l'État et faire passer son message de paix, son message d'unité nationale, de concorde et de fraternité agissante entre les Guinéens. Ils sont allés jusqu'à mettre en place une charte, la charte de Gawal. Et là-dessus, nous avons demandé à ce qu'on inscrive un article pour préciser que plus jamais Gawal ne connaîtra de casse pour des raisons politiques. Parce que ce qui unit les fils de Gawal est éminemment plus important que ce qui les divise. Ce qui les unit, c'est justement ce lien ombilical de l'appartenance au même terroir. De Gawal, donc, nous sommes arrivés à Boké. Boké, c'était la suite et la fin, suite et fin de la mission de restitution des acquis du comité de suivi du dialogue, parce qu'on a déjà fini les 7 autres régions, il ne restait plus que Boké. Et là, cette mission a été toujours faite avec monsieur l'ambassadeur des États-Unis en Guinée qui a mis beaucoup de disponibilité dans cet exercice. Cet exercice est l'application d'un des points de l'accord. Il s'agit de vulgariser le contenu d'abord du dialogue et ensuite de faire le point des avancées significatives du dialogue à l'ensemble des citoyens de la Guinée. Donc c'est cet exercice que nous sommes venus faire à Boké. L'exercice, il était très bien déroulé comme cela a été un peu partout. Un représentant de la mouvance, membre du dialogue, membre du comité de suivi est présent. Un représentant de l'opposition, membre du dialogue, membre du comité de suivi est présent. Le ministre de l'Administration du Territoire est présent. Un des partenaires techniques et financiers en la personne de l'ambassadeur des États-Unis. Il s'agit d'un débat entre acteurs du dialogue et population guinéenne. Question-réponse. Cela s'est très bien passé à Boké comme un peu partout ailleurs.
Monsieur le ministre, pour finir, nous sommes à l'orée de l'année 2018. Quels sont vos vœux pour le peuple de Guinée en votre qualité de ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, sachant que 2018 est une année électorale pour le pays? Mes vœux à l'orée de 2018 sont des répétitions des vœux que je fais à l'orée de chaque nouvelle année. C'est aussi un peu des pionniers des vœux que je ferai après 2018. Que cela soit une année électorale ou pas, nous avons tous besoin d'une Guinée apaisée. Nous avons tous besoin d'une Guinée qui se tient dans un lien fort de l'unité nationale, de la complémentarité, je dirais de la complétude des Guinéens entre eux. C'est ça mon vœu, que l'on enterre les haches de guerre, que le débat change de milieu. Le débat dans la rue n'en est pas un. Le débat par les pneus enflammés n'en est pas un. Le débat qui caillasse les véhicules, qui envoie nos fils à la morgue n'est pas un débat. Le vrai débat, c'est autour de la table du dialogue. Entre politiques, autour de la table de dialogue. Dans les foyers, parlez-vous. Ne vous vouez pas la haine. La Guinée a besoin de paix. La Guinée a besoin de concorde nationale. J'en appelle donc aux Guinéennes et aux Guinéens à se donner la main, à cultiver l'amour de la paix et à faire en sorte que notre belle et grande nation puisse rayonner de tout son éclat. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Inside qui a reçu pour vous le général Bourema Condé, ministre guinéen en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur la page Facebook du gouvernement, sur la web TV, les télévisions, les radios et les sites partenaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission. La construction des dodanes doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.